Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes comme toujours chez Transforma à Bruxelles et Vert qui nous accueille. Et j'ai la chance de recevoir à mon micro aujourd'hui une personne avec un grand sourire. La mise en relation a été faite via ma collègue Estelle Mantior, puisqu'il s'agit de sa sœur, Sophie Mantior. Bonjour Sophie. Bonjour Michel, merci de me recevoir sur ce podcast. Alors les auditeurs et auditrices connaissent ta sœur parce qu'elle co-organise avec moi et Lauriane les soirées Humana au Cooking Book tous les 2 mois. On va avoir cette interview ensemble sur ton parcours de carrière. J'ai une question classique de démarrage, c'est de ton rêve d'adolescente. Que s'est-il passé? Est-ce que ça a guidé tes études? Et puis le but de la question, c'est de savoir finalement si aujourd'hui, tu es aligné avec ton rêve d'adolescente. Mon rêve d'adolescente, c'était de comprendre le monde. Et donc voilà, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que je comprenais pas, notamment peut-être les relations humaines et les interactions. J'avais une soif de comprendre tout ce qui se passait autour de moi, surtout tout ce qui était procédé, transformation, etc. La curiosité. Ouais, la curiosité de tous les process en fait. Et je me souviens quand j'ai dû choisir mes études, j'hésitais entre la médecine, l'architecture, la boulangerie et la poterie. Il y avait une part de moi qui se sentait appelée dans le soin à l'autre. Il y avait une part de moi qui est très manuelle, une part assez intellectuelle aussi. Et finalement, j'ai choisi la chimie. Je me suis dit, en fait, le point commun de tout ça, le dénominateur commun que je trouve, c'est comprendre la matière. Je me suis dit, la chimie, elle va me permettre de faire la boulangerie plus facilement, parce que j'aurai compris les assemblages de matières. Je la retrouverai dans l'architecture, parce que j'aurai une meilleure compréhension des matériaux. J'avais l'impression que la chimie, finalement, était mon plus petit dénominateur commun pour comprendre le monde. C'est comme ça que j'ai entrepris mes études de chimie qui étaient aussi manuelles, puisqu'il y avait tout l'aspect expérimentation. J'ai adoré mes études, vraiment. Diplômée, licence en chimie. Et en fait, la dernière année, on a un mémoire à faire. Et ça n'a pas été une expérience très heureuse pour moi. J'avais un prof qui venait d'être nommé, donc on a dû constituer le laboratoire. Ça a été un peu brouillon, très dispersant, etc. J'ai pas été accompagnée. J'aurais eu besoin d'avoir un parrain qui me chapeaute, qui me dirige, qui me guide plus. Et ça n'a pas été le cas. Et au sortir de ça, je me suis dit, en fait, tout ce que j'ai appris m'a profondément nourri dans la compréhension, justement, que j'avais cette envie de comprendre beaucoup de choses. Mais par contre, je ne me voyais pas travailler dans l'industrie chimique. J'avais l'impression qu'au niveau des valeurs, notamment de la pollution, quand je voyais dans les laboratoires déjà rien que faire la vaisselle à l'éthanol, je voyais les litres d'acétone et d'éthanol qu'on déversait dans les éviers. Et ça, déjà, il y avait une part de moi qui n'était pas OK du tout avec cet aspect-là. Et je comprenais les recherches, tout le beau que ça pouvait amener, mais il y avait une part de moi qui n'arrivait pas à se dire que j'allais contribuer à ça. Comme tu vas nous parler d'une réorientation professionnelle, quel était un peu le parcours et puis quel est le moment clé où tu te dis, bon, je vais changer de route? En fait, j'ai rencontré très vite le papa de mes enfants, aux études en même temps, et donc lui était artiste peintre et musicien. Au sortir de mes études, j'ai été au chômage, et là, j'ai commencé à travailler, entre guillemets, comme son agent artistique. J'ai mis à profit 3 ans comme ça. J'étais sortie de mes études à 22 ans. À 25 ans, je me suis dit, waouh, en fait, là où je pensais qu'on allait décoller sa carrière artistique et que ça allait nous apporter la possibilité de vivre de son art, en fait, ça ne décollait pas suffisamment que pour qu'on puisse sortir, lui et moi, du chômage. Là, en fait, j'ai commencé à donner des cours privés de maths et de sciences à des adolescents pour rentabiliser en quelque sorte mon bagage scientifique. Et j'ai eu le plaisir de voir que tout d'un coup, une bulle extraordinaire s'est ouverte pour moi. Parce que ça m'a passionnée. Le contact avec les jeunes était évident. En tout cas, j'avais énormément de plaisir à les côtoyer. J'avais énormément de plaisir à expliquer, réexpliquer. Et donc, j'ai créé une petite école de devoirs que j'ai appelée la machine de Pascal. Et donc, j'ai travaillé pendant 15 ans en extrascolaire pour aider les adolescents entre 12 et 19 ans. J'ai adoré ce travail. Je crois que j'ai accompagné plus de 600 jeunes à remédier à leurs difficultés scolaires, de tous les types d'enseignements, tous les types d'écoles. Donc pour moi, c'était absolument pas lassant parce que j'avais continuellement des enfants qui venaient de structures différentes. Donc à chaque fois, je découvrais des nouveaux cours. Je voyais comment les professeurs expliquaient la matière. Donc ça m'enrichissait pour ensuite pouvoir moi réexpliquer à d'autres, etc. Et quel impact social? Oui, et chouette, effectivement. Les plus beaux moments que j'ai vécus avec mes élèves, c'était de voir que
Parfois, j'avais des parents qui me disaient: «Oui, bon, les maths dans la famille». En plus, maths et sciences, c'est des matières un peu mouton noir, hein. Donc on me disait parfois, voilà: «Nous, les maths, les sciences dans la famille, on est plutôt littéraire, c'est génétique». Une espèce de fatalité là-dessus. Parfois, j'ai suivi certains élèves plusieurs années et quand après, par exemple 3 ans, l'enfant finalement, décidait de faire des études, par exemple de kiné ou d'infirmière, où il y a vraiment ce côté scientifique qui est bien là, je me disais: «Mais quelle joie pour moi de voir qu'il s'est ouvert à ça et que finalement il a dépassé la fatalité de se dire: "Ah ben, dans ma famille, on n'est pas scientifique" et de lui se dire: "Ben, finalement, c'est ça qui m'appelle et je me sens capable de le réaliser". De ce parcours, de cette école que tu as créée, De ensuite? cette école, ensuite, ce qui se passe, c'est au niveau de ma vie privée, de façon pas du tout anticipée. Tout d'un coup, en fait, je me rends compte que je ne me réalise pas tel que j'en ai le besoin, que quelque part, je me suis enfermée dans mon couple, dans une réalité dans laquelle c'est confortable, mais je ne réalise pas qui je suis. Cette rupture, en fait, va complètement chambouler toute ma vie. Dans ce chamboulement, je me rends compte que mon corps a besoin d'être touché. J'avais eu la chance d'être invitée par une femme qui m'avait proposé un massage. Je vais me faire masser et je découvre un monde que je ne connais pas, dans un toucher profondément respectueux et thérapeutique qui me permet de rentrer en introspection. Alors j'avais fait un peu de yoga où là aussi j'avais été éveillée au contact avec moi-même. J'avais d'ailleurs vécu une magnifique expérience enceinte où j'avais pu comme rentrer à l'intérieur de mon ventre et caresser la joue de mon enfant en pleine séance de yoga. Donc j'avais déjà eu des belles expériences. Pour les auditeurs, d'expliquer simplement que je rencontre mon ex-mari à 16 ans et puis je fais 20 ans de vie avec lui, donc j'ai 37 ans. Et en fait, je suis passée de ma famille à ma vie avec lui et j'ai jamais vécu seule. Au moment où je me retrouve seule, j'ai l'impression, en fait, c'est l'image que j'avais de moi à ce moment-là, l'impression d'être une terre qu'on a posée sur un tour de poterie et qui se désaxe au fur et à mesure et le plus ça tourne et plus mon mouvement de désaxement s'amplifie. Et donc il y a vraiment une dispersion, confusion, je me sens vraiment pas bien et je sens que ça devient de mal en pis. Et le massage m'a vraiment recentrée. Il m'a vraiment permis de ramener à qui j'étais. Donc je découvre le massage, à côté de ça. Et tu t'y formes. Et alors voilà, je me sens à un moment donné, en fait, la femme qui me massait, le Covid va arriver. Entre-temps, plein de choses se passent. La première, c'est que j'ai la chance d'avoir mes enfants en garde alternée à 50-50. J'accueille mes enfants toutes les semaines et je dis c'est une chance parce que comme je travaillais exclusivement en parascolaire, je voyais très peu mes enfants finalement. Le temps qu'elles étaient en maternelle, j'avais l'occasion de les garder à la maison, mais à partir du moment où elles sont rentrées en primaire, je les voyais beaucoup moins et en tout cas pas assez à mon sens. Mais pour l'équilibre financier de notre famille, je devais continuer à travailler. La séparation va me permettre d'avoir plus de temps avec mes enfants. Et comme j'ai enfin accès à nouveau à mes enfants, j'ai plus du tout envie de renier ce temps-là. Et donc j'essaie d'adapter mon travail d'aide scolaire et ça ne fonctionne pas. Parce que je me rends compte que l'aide que j'apporte hebdomadaire est nécessaire au soutien de mes élèves et que quand je les vois une fois toutes les 2 semaines, je suis avant là, il y a trop de matière qui s'est accumulée, les interros ont eu lieu, ça déstructure complètement l'aide que je peux apporter. Et donc je vois que ce n'est plus pertinent en fait. Le soutien que je peux leur apporter n'est plus pertinent. Donc je me dis c'est pas grave, tout est opportunité de changer. Je me dis je vais aller travailler en école. J'ai tout le bagage qu'il faut pour aller enseigner en classe. Je souligne le mindset de rebondir et le côté résilient que tu as déjà développé. Oui, tout à fait. Il y a eu la réforme des titres pendant ce temps-là, j'ai pas l'agrégation, donc je me dis j'ai fait une licence en chimie, mais si j'arrive à demander à faire l'agrégation en mathématiques, je peux légitimiser les 15 ans que je viens de passer à accompagner des enfants. Je sais qu'il y a une pénurie de profs de maths, donc je fais l'agrégation en commençant à travailler à l'école. Je deviens enseignante en maths et en sciences avec une double casquette pour finalement me rendre compte que je ne m'adapte pas bien au cadre scolaire, que la personne passionnée que je suis a besoin de pouvoir suivre ses élans naturels. Notamment, je me forme à tout ce qui est les pédagogies alternatives. J'essaie de comprendre parce que la difficulté que j'ai, en fait, c'est que pendant 15 ans, j'ai accompagné des enfants et j'ai vu où étaient toutes leurs difficultés. Et aussi les failles. Et je n'arrive pas à enseigner et à me dire que je crée les élèves que j'ai aidés pendant 15 ans. Donc je me dis, je dois trouver une manière d'enseigner dans laquelle je peux, de façon inclusive, emmener tous mes élèves à la réussite. Parenthèse, c'est la 3e fois que tu te réinventes. Oui, j'essaye, mais je processe pas mal, je pense. Il y a de la créativité Oui, qui ébullitionne à vois. l'intérieur. Donc je m'intéresse à tout ce qui est pédagogie alternative, etc. J'essaye de mettre en place ça dans une école classique qui n'est pas pédagogie active.
en me disant que si j'arrive, entre guillemets, à intégrer dans une école classique, à transformer la structure et à y intégrer quelque chose qui permet d'être plus inclusif, ça veut dire que mon modèle est démultipliable dans toutes les écoles. Donc je me dis, le challenge est monstrueusement élevé, ça je m'en rends absolument pas compte, mais c'est mon idée de départ. Et en fait, je vais essayer de trouver des voies, de chercher pendant 3 ans comment faire pour créer cette structure. Je découvre une femme remarquable qui est belge, qui s'appelle Marie Mélis et qui a créé la pédagogie interactive dans laquelle elle explique comment elle va emmener des enfants d'école avec un indice socio-économique de 2/20. Donc les écoles sont classées en fonction de leur indice et donc elle enseigne dans des écoles entre guillemets défavorisées et elle les amène à présenter l'examen d'ingénieur. Elle a son expérience qu'elle partage. J'ai la chance de suivre avec elle une formation dans laquelle je peux interagir et voir comment je peux transformer mes salles de classe pour créer cette pédagogie interactive dans laquelle les enfants sont amenés collectivement. En fait, ce n'est plus un cours de maths qu'on fait, c'est un laboratoire dans lequel tous les enfants sont accueillis dans leur diversité et dans lequel ils co-créent tous ensemble les solutions et ils s'aident à élever leur niveau collectif de mathématiques. Donc ça me passionne. Mais alors peut-être que là, c'est ma difficulté relationnelle. En tout cas, à cette époque-là, je ne trouve pas les outils. On est juste après le Covid. Tout le monde est extrêmement fatigué au niveau du corps professoral parce que tout le monde a dû se réinventer avec les nouveaux outils. J'ai eu l'impression de passer une licence en informatique tellement il y avait d'outils à maîtriser que je ne maîtrisais pas encore et pourtant, j'avais pas l'impression d'être complètement... Non, tu avais même un bon bagage. Voilà, Parce que j'avais t'étais même un bon créative, t'as bagage. déjà fait des médias et des choses comme ça. Exactement. Et je me suis dit, waouh, moi qui me sens quand même en phase avec l'informatique, j'ai quand même eu cette sensation que waouh, c'était du costaud et c'était intense. Donc je vois que le corps professoral est fatigué. Ce que j'amène ne trouve pas sa place. Je trouve pas suffisamment de soutien auprès de mes collègues, auprès de la direction pour mettre en place les conditions qui me permettent de créer l'expérience. Ce qui va générer une frustration. Et même qui va générer un épuisement professionnel. Donc je vais à un moment donné me retrouver complètement dans mon corps. Mon cerveau a toujours envie, mais mon corps ne suit plus du tout. C'est un burn-out ? Épuisement professionnel. On ne m'a pas classifié burn-out, mais épuisement professionnel. En tout C'est la cas, traduction du burn-out en français. voilà. En tout cas, je vis à cet endroit-là 3 mois complètement fou dans lequel mon cerveau veut. Je sais que j'ai des choses où je pourrais corriger encore des copies, etc. J'ai encore plein d'envies et à l'intérieur de moi, il y a plein de choses. En même temps, au niveau mental, il y a une confusion, il y a une dispersion. Et alors, des choses improbables. Moi qui ai, pendant 15 ans, géré mon entreprise, fait l'administratif, la communication, je veux dire, aucun problème à faire des choses courantes, trier des papiers, structurer, etc. Eh bien là, remplir un formulaire, ça me demande une énergie. Je lutte avec moi-même pendant 5 jours. Avant de pouvoir apposer les 4 lignes de ce qu'il faut, je me dis, mais je ne me reconnais plus tellement je suis loin de tout ce que je sais, de qui je suis, de ce que je suis capable de faire. Donc, et surtout, j'observe que c'est comme si mon mental et mon corps étaient dissociés. Mon mental veut encore plein de choses et au moment où je dois les faire, mon corps n'est absolument plus présent. Au départ, quand je discute avec mon médecin et qu'il me dit, voilà, je vais vous mettre en arrêt pour 3 semaines, je me dis, 3 semaines, c'est Byzance. Je vais avoir 1 semaine pour me reposer. Pendant 1 semaine, je prépare mes cours. Et la 3e semaine, je peaufine. Et en fait, pas du tout. À cet endroit-là, au moment où je me dis je vais retravailler, j'ai l'impression d'avoir les bras coupés. Je n'arrive plus à me mettre devant mon écran d'ordinateur. Et je me dis, mais combien je me suis dissociée. Mon corps est une entité à part que mon cerveau ne peut pas piloter. Et en tout cas, il n'y a plus le câblage qui me permet d'être en cohérence entre mon mental et mon corps. Donc la dame qui me massait à un moment donné me dit après le Covid, moi je ne masse plus, je me ressens sur mes enfants, mais voici les coordonnées de mon prof. Appelle-le, il est booké sur 6 mois, mais peut-être qu'il aura une place, sait-on jamais, donc je l'appelle. Il a une place pour moi, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et quand il me reçoit, il faut savoir que le massage... Alors là aussi, l'univers est assez riche. Le massage que je découvre, je reçois un massage, moi je ne me suis jamais fait masser par personne d'autre que cette femme qui me propose, et c'est un massage qui est dit initiatique. Et en fait, ce massage, c'est un dialogue avec l'âme. On va toucher l'âme à travers le corps. Comment il s'appelle ? C'est le massage initiatique. Et donc, mon professeur, c'est Philippe Mouchet à Overijse qui a reçu ce massage, enfin, qui l'a écrit. Et donc, la première fois que je rencontre Philippe, il sonde mon énergie et puis il me dit, waouh, il y a des trucs, il me dit, dans ton 2e chakra. Enfin, il me parle des trucs. 2e chakra, je sais absolument pas de quoi on me parle. Énergie, je le vois avec ses mains qui est en train de sonder l'air autour de moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends rien, mais voilà. Il me dit, ouais, on va aller voir ton thème astrologique, il y a des trucs que je voudrais comprendre, etc. Pour la scientifique que tu es, ça c'est difficile à entendre. On est bien d'accord. Je me dis, bon, esprit ouvert, hein, au stade où j'en suis, je m'ouvre à ce que l'univers m'offre. Il me dit, mais il y a quelque chose dans tes mains, il y a un truc.
Tu devrais venir, je fais des séances d'initiation de massage initiatique, c'est gratuit, ça a lieu, tiens, ce week-end prochain, passe. Et je me dis, pourquoi pas, je vais. Et là, je tombe amoureuse. Alors déjà, quand j'ai reçu le massage initiatique par mon professeur, il y a quelque chose qui se passe en moi de très très puissant. Là où j'avais toujours eu la sensation d'être amenée à marcher, voire courir. Et en fait, c'est comme si j'étais en perpétuel dans un trébuchement que j'essayais de rattraper. Tout mon élan vital est comme toujours déporté à l'avant et je suis toujours obligée dans une action. Mais il y a quelque chose qui m'entraîne à avancer et dans lequel je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de s'asseoir dans un fauteuil, si ce n'est que pour lire, pour comprendre quelque chose, etc. Mais par exemple, la contemplation, ça n'existait pas dans ma vie. Le jour où mon prof m'offre ce premier massage, il y a quelque chose chez moi qui enfin a pu se déposer. C'est comme si j'avais trouvé ce que j'avais toujours cherché, c'est-à-dire un contact respectueux et d'amour inconditionnel. Et là, il y a vraiment quelque chose que... ça existe. Il y a vraiment eu quelque chose de fantastique à cet endroit-là où je me suis dit « Waouh !» Je suis tombée amoureuse du massage, de l'effet que ça a eu sur moi, la beauté aussi de mon professeur, parce que c'est un homme très inspirant. Voilà, tout ça a fait que quand il me dit « Tu as un truc dans les mains, viens » et tout, je me dis tout de suite « Oui, je vais ». Et pendant la séance d'initiation, là aussi, je découvre le pouvoir du massage, parce que j'offre un massage à un homme. Je me souviens, Mohamed, si tu m'entends, ça a été un moment très très important pour moi. J'ai vu dans ses yeux, après avoir donné le massage, je suis encore émue, combien ça l'avait touché. Et là, je me suis dit, waouh, à cet endroit-là, je suis au bon endroit pour moi. Tout est juste et c'est beau. Et c'est vraiment beau. Donc, je me forme, je m'inscris immédiatement à cette année de formation. Et mon burn-out arrive pendant que j'ai commencé ma formation. J'avoue que j'avais plein de choses en même temps. Je venais de clôturer l'agrégation, je recommençais la formation en massage. J'étais à l'école, plein de choses, mais plein de belles choses. Et le massage, notamment, m'aide vraiment à rester alignée, etc. Quand mon épuisement professionnel, j'ai déjà l'occasion de masser. Et pendant la formation massage, on est appelé à essayer à avoir des Kobe sur lesquels on peut s'entraîner à faire cette chorégraphie de massage. Et notamment, je me dis, je vais demander à mes enfants. C'est là-dedans que je propose à ma petite Sacha, qui à l'époque doit avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Je pense qu'une séparation n'est anodine pour aucun enfant, on ne peut pas se mentir. On est bien d'accord, il y a des tensions. Puis il y a tout le bouleversement, ne serait-ce que déjà rien que d'avoir 2 maisons, l'explosion malgré tout du cocon familial, quoi qu'il en soit, les 2 parents qui doivent se rééquilibrer. Rien d'anodin là-dedans. Et ma fille, elle a des difficultés de lecture, donc des difficultés à l'école. Émotionnellement, c'est compliqué, elle subit du harcèlement. Je me dis, il y a plein de trucs qui sont compliqués pour elle dans cette période-là. Et je me dis, mais je vais la masser, voilà. Et en fait, en la massant, j'ai l'impression qu'elle trouve une sécurité intérieure et affective que j'avais pas su lui offrir autrement. Il y a un lien avec toi en plus. Et un lien avec moi en plus, certainement. Et donc, avec sa professeure, on observe, en 3 mois, elle rattrape toutes ses difficultés scolaires. Bon, évidemment, elle change d'école, il y a plein de choses. Je ne vais pas dire que c'est uniquement le massage, mais je pense quand même que ça a contribué à faire en sorte qu'elle a trouvé quelque chose. Et là aussi, à cet endroit-là, je me suis dit, en fait, si je peux toucher les enfants, les adolescents, avec ce massage bienveillant, respectueux, je peux en fait même peut-être me positionner avant la remédiation scolaire, dans le sens où s'ils ont une plus grande sécurité intérieure et affective, forcément ils sont plus disponibles pour les apprentissages. Je me dis, waouh, en fait, dans notre société, en Europe, on a perdu ce sens du toucher, parce qu'il y a énormément d'autres cultures dans lesquelles c'est très présent. Tu vas avoir ce talent de prendre les enseignements et en faire... Je compare souvent ça comme des jardins. Tu as planté tes graines, maintenant tu arroses, tu mets le soleil et ça fleurit. Et on va récolter les fruits de son travail. Tout à fait. Et bien donc je me suis dit, voilà, cet épuisement professionnel m'amène à repenser qui je suis. Et c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai créé, entrepris et tous les ateliers aussi de développement personnel vers lesquels le massage m'a ouvert, je perçois mieux ce qui m'habite, ma passion et tout ce qui me fait vibrer. Et je me dis notamment ce contact que j'ai avec les adolescents, cette aptitude pour le soin, parce que je vois vraiment que j'aime prendre soin des gens. La générosité aussi, je vais le partager en toute humilité, parce que c'est parfois quelque chose qui est difficile, dans le sens où j'ai parfois eu la sensation que c'était trop, que parfois quand on est quelqu'un de généreux, c'est parfois en fait inconfortable pour les personnes de recevoir cette générosité. Et dans le massage, j'ai l'impression que je suis au bon endroit. Je suis à l'endroit où je peux être généreuse et où c'est bien reçu. Il y a plein de petites choses comme ça où je me dis, waouh, tout c'est clair. Ok, génial, je vais ouvrir un cabinet thérapeutique spécialisé pour les adolescents et les enfants.
pour proposer du massage et pour les aider à sécuriser ces enfants qui peuvent rencontrer des difficultés, peut-être parce que les parents se séparent et qu'affectivement, ils ont des conflits de loyauté, qu'ils ont besoin d'être rassurés, peut-être parce qu'ils traversent Des souffrances, de des harcèlement. souffrances. Et alors, je me dis aussi les adolescents en particulier, parce que leur corps change et que c'est un changement dans lequel on s'éloigne des parents, parce qu'on a besoin de trouver notre identité propre. Et donc, je me dis d'avoir un adulte bienveillant avec qui on peut partager et vivre l'apprivoisement de ce corps, je me dis ça peut être aussi une ressource. Quand il n'y a aucune ambiguïté sur le positionnement de l'adulte, ce sont des gestes tout à fait sains. Alors Sophie, du coup, ton activité, tu vas lui donner un nom, tu vas lui Oui. donner une identité, je pense. Tout à fait. Je crée Cosmos Massage, dans lequel je propose d'accompagner les enfants, les adolescents et les adultes de façon thérapeutique pour suivre leur lien à leur corps. Quand tu dis, voilà, c'est une approche thérapeutique, est-ce que ça sous-entend que ton public cible, c'est forcément des enfants en souffrance, ou est-ce qu'un adolescent peut venir simplement découvrir le massage chez toi, même s'il n'y a pas un environnement traumatique ou une problématique? Merci pour cette question super pertinente. Absolument. L'approche, c'est de montrer les vertus d'un massage. Absolument. Maintenant, s'il est thérapeutique en plus, c'est tant mieux. C'est la magie, c'est la cerise sur le gâteau. Absolument. En fait, ce massage, si je peux décrire, donc on touche réellement le corps. Dans ce qu'on appelle le massage initiatique, il y a réellement 4 massages. Il y a 2 massages à l'huile, un massage au talc et un massage énergétique. Au fur et à mesure, mon professeur m'a ouvert à toute la dimension énergétique du monde. Tu t'es intéressé aussi au massage sonore? Alors, il y a ce qu'on appelle du toning. Dans la phase énergétique, justement, on utilise parfois la voix pour réharmoniser les corps subtils. Donc, plusieurs types de massages. Et en fait, on a des méthodes un peu kinésiologiques pour aller tester le corps et voir quel est le massage le plus approprié pour le corps aujourd'hui. Pour dire en fait que ces massages sont ce que la calligraphie est à l'écriture. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'art, de beauté du geste. Ça change totalement l'approche. Exactement. En fait, on touche le corps, mais pas avec l'intention de toucher physiquement les muscles pour les descendre. On ne cherche pas à drainer les liquides, on ne cherche pas à détendre les muscles. On touche le corps dans la beauté d'une relation cœur à cœur et de savoir recevoir. Ce massage, en fait, peut avoir la capacité d'aller, par exemple, si quelqu'un a manqué de tendresse maternelle, n'a pas eu une maman très affectueuse, si on a eu un papa absent parce qu'il travaille beaucoup, si on a eu un manque de reconnaissance, vécu des humiliations, s'est senti rejeté, si on n'arrive pas à faire des choix, ce massage peut avoir, on travaille ça évidemment dans un préalable dialogue entre nous, évidemment, on peut poser une intention et voir aussi la magie de ce qui peut se jouer à cet instant-là, mais on peut vraiment vivre une transformation parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui peuvent se passer au niveau mental, mais on a une conscience cellulaire dans laquelle il y a énormément de choses qui vont s'inscrire. Et le massage, on va entrer en dialogue avec cette conscience cellulaire. Donc on va pouvoir parfois aller transformer, comme si notre corps était un disque dur dans lequel il y avait des informations. Et par le massage, on peut aller réinscrire des choses. J'ai manqué d'une maman, mais là, tout de suite, je suis en train de recevoir un amour maternel qui vient nourrir cette part de moi qui a manqué de cette affection, de cette douceur, de cette tendresse. Et ça va inscrire dans mon disque personnel que j'ai reçu cet amour. Et donc, ça va transformer. Ça peut en tout cas avoir cette capacité de transformer. Et chaque expérience va venir petit à petit transformer le lien qu'on a à soi. Alors, une question importante, c'est où? Où pratiques-tu? Je pratique à Limal, dans mon habitation, une petite salle, dans mon privé pour l'instant. Et tu t'es dit, je vais aller plus loin. Tu m'as parlé de quelque chose que tu veux organiser avec d'autres professionnels. On peut aussi en toucher un mot. Absolument. On s'est regroupés en professionnels pour réaliser des journées mieux-être dans lesquelles on a créé des rassemblements de thérapeutes où on proposait chacun des stands avec nos activités. Et en faisant ça, je me suis rendu compte combien on avait tous ce sentiment un peu solitaire d'être chacun dans notre cabinet et de ne pas avoir d'équipe, à part quand on fait partie d'un centre pluridisciplinaire. En tout cas, ça nous a donné à Pascal et moi, parce qu'on est 2 à porter ce beau projet, et puis ça devient encore plus avec les thérapeutes qui nous rejoignent. On a appelé ce projet Aeridia, et en fait, on a un double objectif. Le premier objectif, c'est de créer des journées thématiques dans lesquelles on invite un public sur base d'un thème. La première journée qu'on va faire ici le 9 mars, c'est à propos, par exemple, du stress. C'est pour les gens qui se sentent dispersés, justement, désorientés, qui sont facilement stressés, qui ressentent qu'ils ont une mauvaise capacité de résistance au stress, qui se sentent parfois pas bien ancrés sur Terre, qui sentent qu'ils ont une difficulté à être dans la matière.
On s'est dit, on va interpeller le public sur cette thématique-là et on va, autour de cette thématique, réunir des thérapeutes qui ont des thérapies, des pratiques qui sont en lien avec ça, qui peuvent aider ces gens à proposer des solutions. Et on s'est dit, on va créer, on appelle ça des sessions, donc on invite les gens pour 3 heures à venir tester 4 ateliers. Donc en fait, ils en choisissent un parmi 9 ateliers qui sont notamment les ateliers corporels, l'art-thérapie, il y a de la kinésiologie, la réflexologie, du massage initiatique, de la technique Alexander, du yoga, de la méditation. Et donc, ils vont parmi ces 9 ateliers choisir un atelier vers lequel ils sentent qu'ils ont un appel. Et en fait, il y aura 3 ateliers surprises. Et ça va leur permettre de découvrir des techniques qu'ils connaissent peut-être pas. Je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu parler de la technique Alexander, mais on connaît peut-être plus aujourd'hui la kinésiologie et la réflexologie, mais peut-être moins la technique Alexander et le massage initiatique. Le but de ces journées, en fait, c'est sur un thème, rassembler un public, rassembler des professionnels. Ces professionnels, on va se rassembler en amont et on va faire des journées dans lesquelles on va co-créer. Donc, on va se rassembler et dire, partager entre nous comment est-ce qu'on entre en lien avec cette thématique pour s'enrichir les uns les autres des expériences de chacun, mieux comprendre aussi que font les autres thérapeutes, quel est leur angle d'approche. Et parfois, on n'a pas la science infuse. Moi, certainement, le massage initiatique permet d'accompagner certaines personnes sur certaines thématiques, mais pas d'autres. Mais voilà, il y a certaines personnes avec lesquelles je peux parfois me sentir démunie. Et le fait d'avoir des collègues... Cette complémentarité. Exactement, de me dire « Ah, mais elle fait ça, je pense, je ressens que Là, pour ça peut cette marcher. personne-là, oui, ce serait super qu'il aille faire ça. » Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, je masse les gens et parfois, ça m'arrive de leur dire à la fin « Écoute, j'ai un appel au niveau de tes pieds. Je te donne les coordonnées d'une super chouette nana qui est réflexologue tout près de chez moi. Je t'invite à aller la voir parce que je pense que ça te fera du bien. Ça va t'aider dans ta thématique. » Et donc, ce fait de créer un réseau de thérapeutes, d'abord humain, dans lequel on est tous en lien et qu'on vient co-construire. Donc, c'est vraiment, on se rassemble, on crée des moments conviviaux où on partage des sourires, on partage parfois notre vulnérabilité parce qu'on vit plein de choses dans notre coin, dans notre cabinet qui sont parfois pas très confortables. Et le fait d'avoir ce réseau avec lequel on peut échanger de ce qui est vécu, etc. Ça vous renforce. Ça nous renforce. C'est très beau. Avoir une équipe de thérapeutes soudés, converger vers un point qui est l'accompagnement et le soutien dans la thématique à un public. C'est ce qui fait notre projet à Iridia. Et c'est la proposition que tu fais, donc c'est pour début mars, le 9 mars. Le 9 mars. Ça aura lieu dans un magnifique Airbnb qu'on a réservé pour l'occasion, qui s'appelle Entre Champs et qui se situe évidemment entre 2 champs. De quelle heure à quelle heure? Alors, il y a 2 sessions qui dure à chaque fois 3 heures. La première session est de 9h à midi. La deuxième session est de 14h à 17h. Et pour chaque session, on accueille 27 personnes. Et quel est le prix? C'est 40 € la place par personne pour C'est les 3 heures. démocratique. On a essayé. C'est notre première session et on s'est dit, on a vraiment mis tout notre cœur à réaliser. Mais c'est même pas le prix d'une séance chez un des experts. Donc c'est hyper démocratique pour cette raison-là. Alors, est-ce qu'on va renouveler ces événements dans le futur? Absolument. L'idée, en fait, c'est qu'on a créé avec Pascal un concept un peu clé sur porte pour les thérapeutes en se disant, dans la session, on va demander aux gens quelles sont les thématiques qu'ils aimeraient voir abordées. Alors, le but d'Airidia, c'est proposer l'exploration de thérapies et de pratiques qu'on ne connaît pas forcément. Une découverte. Et en même temps aussi rencontrer en live, en présentiel, les thérapeutes. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui se joue à cet endroit-là, de sentir, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Je peux me dire, j'ai envie de faire de la réflexologie. Et peut-être que quand j'arrive dans le cabinet, je me dis, en fait, cette nana-là ou ce mec-là, je le sens pas. Et pour faire un travail thérapeutique, on a besoin d'être en confiance, on a besoin... C'est le mot-clé, c'est la confiance. Voilà. On s'est dit, en fait, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment créer un laboratoire dans lequel les gens vont pouvoir vivre des expériences, tester, créer la confiance. Voilà, créer du lien aussi, rencontrer les thérapeutes pour voir qu'est-ce qui vibre, à quel endroit ça vibre pour eux et qu'est-ce qui est juste. Sophie, je te remercie beaucoup pour ce témoignage et ce partage. On va clôturer ce podcast avec 3 questions rapides sur le thème RH. C'est quoi pour toi un bon RH? Écoute, je dirais que pour moi, un bon RH, ça va être une personne qui va être à l'écoute. Je pense que c'est la première qualité, d'être à l'écoute de ce qui est vécu au sein de son entreprise et de pouvoir percevoir quels sont les besoins. Et je pense qu'en fonction des milieux, des entreprises, etc., les besoins pourront être tout à fait différents. Une entreprise peut-être qui fonctionne avec des personnes qui sont dans tout ce qui est IT n'aura pas du tout les mêmes besoins que quelqu'un qui va être dans l'aide à la personne. Donc, je pense que la première qualité, c'est vraiment d'être à l'écoute des employés, de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent et de quoi ils ont besoin. La deuxième question, c'est le wow effect. Tu vois, c'est un endroit où tu te rends... Le seul mot qui te vient à l'esprit, c'est wow. Il y a quelque chose qui a été fait pour qu'on s'y sente bien. Et là, on parle de bien-être, c'est important.
Si tu n'as jamais connu cet effet wow, est-ce que tu as une idée de ce qui te provoquerait cet effet wow? Alors j'en ai déjà connu plusieurs, je pense, des effets waouh. Étant quelqu'un de très passionné, je suis facilement waouh. Je pense que le plus grand effet waouh que j'ai eu, je participe à une école spirituelle italienne qui s'appelle Echaok et on a un maître qui s'appelle Riel qui est absolument fantastique. Alors l'effet waouh, d'abord pour ce qu'on y enseigne, parce que c'est du psychocorporel, donc on fait énormément de jeux. Il vient mettre énormément de clarté sur des thématiques et il nous fait vivre corporellement des situations dans lesquelles on peut intégrer les choses corporellement. Ça, waouh. Et un deuxième waouh, parce que en tant qu'amoureuse de la pédagogie, j'ai pu apprécier toute la construction avec laquelle il met en place les choses pour nous faire évoluer naturellement d'un état à un autre. Et la façon dont il crée son parcours, dont il crée notre parcours, comment est-ce qu'il nous drive à vivre ces différentes expériences pour que ça nous enrichisse et qu'on en ressorte avec une expérience extrêmement enrichissante. Je pense que c'était le moment le plus waouh, où j'ai eu 3-4 waouh qui se sont superposés et où je me suis dit waouh, 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 J'en waouh, demande un, waouh. j'en ai plusieurs. Voilà, Quoi. exactement. Et dernière question, et on va clôturer sur ça. Quel message aurais-tu envie de passer aux patrons d'entreprise, aux DRH qui nous écoutent, et certainement dans le cadre où tu viens avec un sujet qui est peut-être un peu en dehors des sentiers battus pour eux? Oui, dans nos sociétés aujourd'hui, on est quand même fort basé sur tout ce qui est intellectuel, puisqu'on demande souvent, on recrute sur base de diplôme, etc. Après, il y a tout un aspect du cœur, puisqu'on recrute aussi quelqu'un pour ses compétences relationnelles, sa capacité à gérer ses émotions, etc. Peut-être, je dirais que la petite chose que je pourrais apporter, c'est la conscience du corps, en fait. De se dire que vraiment, on est constitué de plusieurs parts, le mental, le cœur, le corps, et notre esprit, notre âme, évidemment, qui véhicule tout ça en même temps. Mais que la composante du corps est à ne pas négliger, parce qu'elle a vraiment son importance. C'est l'élément clé, c'est ce qui lâche en premier en cas de burn-out d'ailleurs. Exactement. Et donc de se dire que je pense qu'on a tout à gagner à réintégrer cet aspect corporel dans notre vie, que ce soit autant dans nos relations avec nos enfants, de réaliser combien un câlin, un hug A de l'importance. a de l'importance, que parfois on se limite à une bise, mais qu'en fait vraiment prendre quelqu'un dans ses bras C'est et plus le puissant. serrer contre soi, voilà, pendant peut-être une minute de notre vie, finalement c'est pas grand-chose, et ça peut être tellement riche Tellement pour puissant, quelqu'un ouais. qui reçoit un hug profond. Donc voilà, je dirais ça, ne pas négliger ça au niveau de toute la créativité que les entreprises peuvent mettre en place pour prendre aussi soin du corps, pour que leurs employés se sentent légitimes, en tout cas à pouvoir penser aussi à prendre soin de leur corps. Un très très beau mot de conclusion que je vais compléter en rappelant à nos éditeurs et auditrices que dans le texte du podcast, évidemment, on va mettre un lien vers un voicemail où on peut te laisser un message vocal à ton intention. Je vais aussi mettre dans le texte du podcast un lien vers le site internet et un lien vers l'événement que tu proposes pour qu'on puisse s'y inscrire. Je te remercie infiniment pour ce partage de passion, un podcast très long mais très intéressant parce qu'il y a un double sujet qui est apporté. Tu reviens quand tu veux. Merci Entre Michel passionnés. pour ton accueil. Je t'en C'est prie, au revoir. magnifique. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.